Bon, en tout cas, c'est intéressant parce que je vois que il y a de présent aujourd'hui des personnes de tout métier. Donc, c'est cool aussi. Je pense, voilà, je vois, il y a des personnes qui sont développeurs, des personnes qui travaillent aussi sur la partie infrastructure et des personnes qui sont business analyst ou PO. Donc c'est cool, il y a de la diversité. Tout à fait. Meetup ouvert à tous. Et sans oublier, bien sûr, les business managers, RH, communication. On vous oublie pas. Bonjour à tous, moi c'est Sarah et je suis product owner depuis maintenant presque 7 ans et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter le rôle du PO, mon rôle. Sachant que c'est un rôle clé aujourd'hui dans l'agilité et comme la plupart des entreprises font de l'agilité, donc je vais vous parler un peu de mon rôle et puis un peu de mon expérience aussi dans les exemples et comment je prends les choses moi de mon côté. Donc le product owner, il a plusieurs responsabilités et comme responsabilité, on va pouvoir, donc là, il a la gestion du backlog. Comme première responsabilité, c'est la gestion du backlog. Et la gestion du backlog, il y a plusieurs choses dans la gestion du backlog à faire. Par exemple, comme la priorisation, l'écriture des US, la mise à jour en continu. On va prendre point par point. Donc la priorisation, c'est prioriser les éléments du backlog en fonction de leur valeur, en tenant compte des besoins des utilisateurs, des contraintes techniques et des objectifs commerciaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on va prendre si on a des éléments dans le backlog, c'est-à-dire des US dans le backlog, elles vont être priorisées selon le besoin métier en priorité. Et ensuite, on va prendre ces US-là pour voir la faisabilité technique, toutes les contraintes techniques et aussi les objectifs commerciaux, c'est-à-dire tenir compte des dates et par rapport aux contraintes techniques, tenir compte de la faisabilité si demain on veut sortir une application à telle date, il faudra savoir si il y a une US qui prendra plus de temps techniquement, qui est plus compliquée que l'autre. Est-ce qu'on la priorise quand même ou est-ce qu'on la dépriorise malgré les objectifs commerciaux? Ensuite, on a les écritures des user stories. Donc, rédiger des US claires, concises et complètes. Aujourd'hui, j'ai vu sur pas mal de projets des US pas complètes. J'en ai fait des missions, mais je trouve tout le temps des US pas complètes. Ça ne veut pas dire que moi, aujourd'hui, je fais des US extrêmement complètes. J'oublie parfois des choses, mais j'essaye de faire de mon mieux. Et donc, c'est une US complète, c'est vraiment très, très important. Et une US claire aussi, c'est vraiment très important. Une US, elle doit comprendre des critères d'acceptation, définition, les conditions de satisfaction. On en parlera après des critères d'acceptation, mais il faudra savoir qu'une US ne doit pas aussi être très longue. Il doit avoir des phrases vraiment très simples, très claires. Il ne faut pas écrire des textes pour pas que, le développeur s'ennuie. Parce que en développeur, quand tu vois beaucoup de textes, à un moment donné, il ne va pas tout lire, il va regarder l'US en diagonale et il va faire juste ce qu'il a capté dans l'US. Et en plus, si c'est pas très clair, c'est pas des phrases simples, ça va compliquer encore les choses. Et il va pas pouvoir du coup développer ce qui est demandé comme il faut. Ensuite, on a la mise à jour en continu, c'est-à-dire revoir et ajuster régulièrement le backlog pour refléter les changements des priorités. Donc, le product owner, aujourd'hui, il doit tous les jours regarder son backlog, voir ce qui est... Parce que, certes, on a une roadmap, mais une roadmap n'est pas définitive. On sait tous qu'une roadmap, ce n'est pas quelque chose qui sera figé à 1 an ou 2 ans. C'est une roadmap, ça change, ça peut changer, c'est pas tous les jours, mais ça peut changer tous les mois ou tous les 3 mois ou tous les 4 mois en vue de, par exemple, de contraintes qui arrivent, que ce soit sur le marché ou sur un besoin utilisateur qui arrive en urgence par rapport à quelque chose de très important qui pourra faciliter leur quotidien ou
C'est un exemple, mais donc ça peut changer. Donc les US, les priorités peuvent changer. Donc le backlog, il est toujours, toujours sur des modifications. Et ça, il faudra toujours être vigilant pour modifier le backlog, parce que le backlog, il est accessible. On sait que le backlog, il est accessible par tout le monde, que tout le monde puisse voir, puisse avoir une mise à jour, la dernière mise à jour du backlog. Ensuite, du coup, la communication aussi avec les parties prenantes. Ça aussi, c'est la responsabilité du PO. Et dans la communication, on parle de collaboration, de transparence. Donc, on va commencer par la collaboration. La collaboration, c'est tout ce qui est organisation des réunions régulières pour pouvoir refléter les changements de priorité, le retour utilisateur, les évolutions du marché. C'est-à-dire, euh, par exemple, quand il y a des modifications dans la roadmap, des modifications de priorité, il faudra informer toutes les parties prenantes. Il faudra faire des comptes rendus de pourquoi ça a changé, de comment ça va devenir. Il faudra vraiment être très clair là-dessus et toujours échanger avec les autres de manière régulière pour justement les informer des changements de priorité. Et sinon, la transparence, c'est un point aussi très, très, très important. Et très important. Quand je dis très important, parce que j'en ai fait des missions aussi, mais la transparence, elle n'est pas toujours là. Et le problème, c'est que ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout à avancer. Moi, en tant que PO, je suis très transparente. Déjà, dans la vie de tous les jours, je suis une personne très transparente, mais encore plus dans mon travail. Faudra dire les choses en toute transparence. Quand il y a des problèmes, faut pas hésiter à les remonter. Faut pas laisser ça pour soi parce que après ça s'accumule et du coup on n'arrive plus à gérer. Ça commence tout petit et puis ça grandit et quand ça grandit, ben, c'est ingérable. C'est de fournir des mises à jour régulières sur l'état d'avancement du projet. Quand tous les projets n'avancent pas sur le même rythme, tous les projets n'avancent pas non plus en continu sans interruption. Il y a des jours où ça avance, il y a des jours où ça avance moins parce qu'il y a des problèmes, parfois des problèmes qui durent plus que d'autres, qui sont imprévisibles et des problèmes qu'on ne peut pas gérer rapidement parfois. Donc, les prises des décisions et les changements de priorité. Il faudra prendre parfois aussi des décisions très importantes, comme déprioriser quand il y a un gros problème qui arrive. Parfois, on est obligé de déprioriser beaucoup d'US à la fois. Quand je dis beaucoup, ça ne veut pas dire tout le backlog à la fois, mais ça peut arriver qu'on se concentre sur ce problème-là parce qu'il est prioritaire, parce qu'il sera bloquant, parce qu'on ne pourra pas avancer avant de le résoudre. Et donc, tout ça, il faudra vraiment être très transparent là-dessus, que ce soit avec les développeurs, que ce soit avec le métier ou avec le management. Donc, l'utilisation de tableaux de bord, comme Jira, par exemple, des rapports pour visualiser l'état du backlog et l'avancement du développement. Il faudra toujours tout noter, tout mettre sur le backlog. Il ne faut pas hésiter à remonter tous les incidents, tous les problèmes, créer tout le temps des tickets parce que les tickets permettront à tout le monde de faire un suivi et aussi d'être transparent pour dire aujourd'hui j'ai ce problème-là, il est déjà sur le backlog, on l'a déjà remonté, tout le monde peut le voir, il n'y a pas de, on se cache rien parce que au final c'est pour le bien du projet. Ensuite, il y a aussi la vision du produit. La vision du produit, c'est une des responsabilités aussi du product owner. Et dans la vision du produit, on a la définition de la valeur. Donc, c'est créer une vision de produit claire, inspirante et qui guide le développement et motive l'équipe. Ensuite, on a aussi la roadmap dans la vision du produit, élaborer et maintenir une roadmap de produit, du coup, qui articule les grandes étapes et les jalons importants du développement. Comme je vous ai dit, hein, une roadmap, ça se prépare, ça se travaille, mais elle n'est jamais fixe à 100%. Elle change la plupart du temps, elle change. Certes, ce n'est pas tous les jours, mais ça peut changer. Ce n'est pas définitif.
Donc, le partage, aussi partager la roadmap avec les parties prenantes afin de recueillir leur feedback pour ajuster la roadmap. Moi, personnellement, je travaille sur la roadmap avec généralement le product manager, il y a aussi le métier, mais je n'hésite pas non plus à partager la roadmap avec les développeurs pour leur donner une idée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie de produire, de comment va être le produit, de ce qu'on va mettre dedans sur une période donnée. Et ça les aide aussi à avoir plus clair, à nous donner aussi un retour parce qu'au final, c'est eux qui vont développer l'application ou le produit, c'est eux qui vont travailler sur le produit. Et donc, c'est très important aussi d'avoir leur feedback parce que au final, si on n'a pas cette vision aussi des développeurs, on pourra peut-être louper quelque chose et ça serait dommage. Alors que si on a des feedbacks, plus on a de feedback, plus ça nous aide à ajuster notre roadmap au plus tôt pour travailler sainement. Ensuite, on a aussi la prise de décision. La prise de décision rapide. Par exemple, prendre la décision informée rapidement en s'appuyant sur les données, les feedbacks et l'analyse des risques. L'utilisation de métriques telles que la valeur métier, le coût, le retard, le coût de retard et le retour sur investissement pour guider les décisions. En fait, les décisions rapides, ça arrive aussi souvent sur un projet agile, sur un produit. Parce que, comme je vous ai dit, il y a parfois il y a des incidents, parfois il y a des besoins très urgents et faudra vraiment prendre des décisions bien réfléchies et surtout, échanger avec toutes les personnes concernées, avoir leur feedback et bien analyser les risques avant de prendre des décisions. Mais il faudra quand même que ça soit pris, rapidement. Donc, quand il y a des choses comme ça, il faudra agir, très rapidement pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a l'équilibrage des intérêts aussi, c'est trouver un équilibre entre les demandes des parties prenantes avec la capacité de l'équipe de développement et les contraintes techniques. Ça aussi, ça fait partie de la prise de décision. On sait tous que sur les projets, c'est pas toujours très simple et que le métier, il demande toujours davantage et ils veulent que ça soit fait en grande quantité et puis aussi rapidement. Donc, faudra aussi trouver cet équilibre-là entre les demandes qui sont faites par le métier, la capacité de l'équipe de développement, les contraintes techniques. Faudra bien expliquer, savoir passer le message aux utilisateurs, à l'équipe du métier, au métier, et leur dire qu'aujourd'hui, leur faire comprendre que ce n'est peut-être pas possible de faire ces 3 US-là. Je donne un exemple. On pourra faire 2. Et le mieux, c'est de faire 2 pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de capacité technique, on n'a pas assez de développeurs, on a aussi des contraintes techniques qu'il faut prendre en compte. On a aussi des chantiers techniques qu'il faut aussi avancer pour la fluidité de l'application, etc. Et celle-là, certes, c'est très important pour vous aujourd'hui, mais la 3e US, on la prendra sur le sprint prochain. Elle sera bien faite et en plus, avec les chantiers techniques, ça nous permettra aussi d'avancer, de mieux avancer sur cette US que de la faire maintenant. Donc, il faut vraiment savoir négocier, même si parfois on a une équipe très dure et très compliquée pour négocier avec, mais il faudra essayer de le faire. Donc, c'est pas essayer, mais il faudra y arriver plutôt. Parce que on peut toujours essayer, mais il faut vraiment arriver à le faire, taper sur la table, mais gentiment. Voilà, donc après, du coup, je vais vous présenter aussi les compétences du product owner. Donc, le product owner, il a des compétences. S'il les a pas, du coup, il va les acquérir au fur et à mesure. On apprend tous, on n'arrive pas avec. Donc moi-même, j'ai appris, je suis pas arrivée avec toutes ces compétences-là. Peut-être que je les maîtrise pas toutes, mais je maîtrise certainement pas mal. Donc la connaissance du domaine, c'est la compréhension approfondie du marché, des tendances, des besoins des utilisateurs finaux, la capacité à anticiper les changements et adapter la stratégie de produit en conséquence. En fait, quand on arrive sur un projet,
la première chose qu'il faut faire, c'est de bien comprendre le projet, les besoins et voir un peu la tendance du marché par rapport à ce projet. C'est-à-dire, si par exemple vous travaillez sur, je vais donner un exemple parce que je travaille là-dessus aujourd'hui, j'ai déjà travaillé dessus aussi sur d'autres projets. Par exemple, sur des plannings pour des agents, pour des employés, pour, une entreprise, je sais pas. Donc, faudra regarder un peu ce qui se fait aujourd'hui sur des plannings pour aussi partager, les idées et cetera. Donc, on a aussi la compétence en communication, les compétences en communication. C'est la capacité à expliquer clairement les exigences, les priorités à l'équipe de développement et aux parties, prenantes. La compétence du coup, en négociation pour aligner les attentes et résoudre les conflits. Donc, la communication aussi, savoir communiquer, c'est aussi très important. Que ce soit avec les devs ou que ce soit avec, les autres parties prenantes, c'est vraiment, très important de savoir communiquer. Je vois dans certains projets qu'il y a pas une bonne communication entre, par exemple, le PO et les développeurs parce que, ils s'entendent pas bien, parce que le PO, il arrive, sur le projet, comme si c'était, entre guillemets «un chef» et c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, il laisse pas la main aux développeurs, il laisse pas il prend pas leur avis, il essaye de tout imposer. Alors qu'au final, c'est pas comme ça que ça doit se passer et du coup, le courant, il passe plus et même la compréhension, ben, du coup, des sujets, des besoins, ne se fait pas correctement. Donc les développeurs, ils arrivent plus à suivre, ils arrivent pas à comprendre, faut vraiment savoir communiquer, savoir, passer le message, aux développeurs, expliquer clairement les exigences et quand on a ça arrive, des fois où quand on comprend pas un sujet, nous-mêmes, par exemple un sujet fonctionnel ou si on a des doutes, on peut, clairement être transparent et leur dire, ben, s'ils posent des questions: «Ben, désolé, moi cette partie je la maîtrise peut-être pas très bien, mais je pourrais noter ta question et revenir vers le métier pour, mieux te l'expliquer la prochaine fois». Donc faut vraiment pas hésiter à faire ça. On ne connaît pas tout, finalement. Fonctionnellement, on peut apprendre, mais il y a des points qui sont un peu compliqués sur certains projets et on peut louper des choses et c'est pas grave. Faut juste, aller du coup, demander, des explications pour pouvoir communiquer ces explications ensuite, aux développeurs. Aussi la capacité d'analyse, analyser les besoins des utilisateurs, des données du marché et les performances du produit pour prendre des décisions informées où, l'on reçoit des informations justifiant un choix. C'est-à-dire aujourd'hui, faut toujours être dans l'analyse. Faut toujours être dans l'analyse, que ce soit quand il y a un besoin venant du métier ou un besoin, de l'équipe de développement. Faudra essayer d'analyser, comprendre le besoin des utilisateurs, pour, justement, et comprendre le besoin, c'est quand je dis le besoin des développeurs, c'est-à-dire, leur retour par rapport à ce besoin-là, analyser les 2 parties pour, justement pouvoir prendre des décisions. Pour pouvoir prendre des décisions pour dire: «Aujourd'hui, ben, par exemple, au métier, aujourd'hui, vous avez tel besoin. Malheureusement, on ne peut pas faire exactement pareil. On a bien compris le besoin, on l'a analysé, et de l'autre côté, ben, du coup, les développeurs, ils arriveront pas à le faire. Ils ont aussi bien à l'analyser et on pourra peut-être le faire différemment, répondre à votre besoin différemment. Donc du coup, cette vraiment phase d'analyse, elle est très, très importante, que des 2 côtés. Après le leadership, inspirer et motiver l'équipe de développement tout en maintenant une vision claire et convaincante du produit. Faciliter la collaboration et encourager une culture de l'innovation et de l'amélioration continue. C'est-à-dire inspirer toujours l'équipe et la motiver. En fait, il y a plusieurs façons de motiver des équipes, de développement, comme, essayer par exemple, quand on travaille sur un produit, quand il y a toujours que du support, que du MCO, ben, au bout d'un moment, l'équipe, elle s'ennuie. Donc, essayer d'être innovant,
de travailler sur le produit pour produire des évolutions, produire des évolutions dans le sens où avoir du métier des évolutions, pouvoir travailler sur des chantiers techniques qui vont permettre de faciliter l'utilisation de l'application, faciliter aussi la performance de l'application, encourager les développeurs à donner leurs avis, à utiliser de nouvelles, comment dire ça, de nouvelles, j'ai perdu le mot. Je reviendrai là-dessus. Mais voilà, encourager les développeurs pour améliorer et innover. Et ne pas hésiter aussi à vraiment toujours les accompagner sur ça. Parce que je sais que sur la plupart des projets, on veut toujours avancer sur le fonctionnel et on oublie la partie technique. Mais il faudra essayer de faire l'équilibre entre les deux et les laisser du coup faire ouvrir les chantiers. Parfois, ils veulent ouvrir des chantiers pour améliorer le code, pour améliorer certaines façons de travail sur une partie de l'application. Il ne faut pas hésiter à pousser aussi leurs idées pour les laisser travailler là-dessus. Ensuite, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à la partie user story. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter aussi sans problème. Donc, on va passer à la partie user story. Les US. Je vais expliquer un peu c'est quoi une US. Je vais vous expliquer c'est quoi une US, mais pour vous dire, en fait, là, je vais vous donner un peu les grandes lignes d'une US, mais ce que je vais vous présenter ici, c'est pas vraiment gravé sur le marbre. Ça ne veut pas dire que toutes les US doivent être comme ça. Le besoin, du coup, d'un client à un autre, ça peut être différent. Il y a des clients qui laissent le PO rédigé comme il veut. Il y a des clients qui ont des exemples à suivre et qui ils veulent pas avoir d'autres idées. Ils trouvent que ça marche depuis longtemps et puis ils veulent faire la même chose tout le temps. Ils n'essayent pas de changer ou d'avoir d'autres idées. Mais voilà, chacun après adaptera selon son client et selon son produit. Donc une US, c'est une demande fonctionnelle d'un ou de plusieurs utilisateurs d'un produit qui cherche à ajouter de la valeur business au produit. Donc elle est rédigée par un PO. Elle est rédigée par un PO dans la méthode agile, mais elle peut aussi être rédigée par des business analysts, parce que le rôle du PO, il est différent aussi chez chaque client. Des business analysts aussi peuvent avoir un peu le rôle du PO parfois. Donc, elle peut être aussi rédigée par un product manager, hein, sans problème. Mais voilà. Donc, elles seront aussi, c'est les US, du coup, elles seront insérées par le PO au fur et à mesure et ordonnées en fonction de leur valeur, insérées dans le backlog, je veux dire. En fait, c'est pareil par rapport aux insertions dans le backlog. Les US, elles peuvent être rédigées par le PO ou le PM ou un business analyst et elles peuvent être insérées aussi par ces trois personnes-là. Ça va dépendre de qui, de qui m'a fait le travail du PO sur un projet. Voilà, donc du coup, après, on va passer aux caractéristiques d'une user story. Donc, une US, elle doit être indépendante. Première chose, elle doit être vraiment indépendante, elle doit être complète et indépendante des autres US, ce qui permettra de changer l'ordre du backlog facilement. En fait, j'ai vu ça aussi sur plusieurs projets. Certaines US ne sont pas indépendantes. Parfois, la plupart des US ne sont pas indépendantes parce qu'elles dépendent d'une autre US, elles dépendent d'une autre partie. Il faudra vraiment faire attention à ça et essayer au maximum du coup, de faire des US indépendantes parce que c'est très important pour pouvoir ordonner dans le backlog facilement. Si une US, elle dépend d'une autre, on ne pourra jamais, par exemple, la remonter
en haut du backlog et laisser l'autre partie en bas du backlog. Elle ne doit pas dépendre d'aucune US. Et quand elle est finie, du coup, cette US-là, elle doit être testable. Elle ne peut pas être testable lorsqu'on développera du coup la seconde US qui est encore en attente. Donc ça, c'est vraiment, faut vraiment faire gaffe par rapport à ça parce que après, quand ça s'empile et quand une dépend de l'autre, et ben du coup, ça devient une chaîne. Et quand ça devient comme ça, c'est très compliqué à gérer, c'est très compliqué à finaliser des sprints, à clôturer, à faire des tests, voilà. Donc ensuite, elle doit être négociable. Donc elle reste sujet de discussion, d'affinement jusqu'à son intégration dans un sprint. Une fois dans le sprint, elle n'est plus modifiable. C'est-à-dire, ça aussi, ça arrive souvent sur les projets. Donc on prépare une US, on fait le grooming, qui est la présentation du coup de l'US aux développeurs, et on estime directement dans la session de grooming. Moi, généralement, j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais il y en a beaucoup qui le fassent et il y a beaucoup de clients qui travaillent comme ça. Moi, je préfère faire le grooming, expliquer l'US et puis après, du coup, laisser le temps aux développeurs d'analyser l'US pour qu'elle puisse être bien, du coup, estimée. Parce que après, du coup, ils peuvent venir nous dire, non, finalement, ça m'a pris plus de jours que je l'imaginais, c'est plus compliqué que j'imaginais. Et puis aussi, donc ça, c'est vraiment à éviter. Après, le fait qu'il y ait des modifications sur une US au cours du sprint, ça aussi, j'aime pas le faire. Donc, pour moi, une US, quand elle est complète, il faudra vraiment travailler sur ça avec les développeurs pour qu'elle soit le plus complète possible. Et donc, qu'on soit pas obligé de la modifier au cours du sprint. Et quand il y a une modification sur une US, il faudra vraiment comprendre de quoi il s'agit. Et généralement, moi, c'est des évolutions que je fais. C'est-à-dire, si le métier demain, il me dit, en fait, Sarah, on veut bien modifier ça. Est-ce que c'est possible de modifier, s'il te plaît, dans l'US comme ça, moi, du coup, ça sera développé fin du sprint? J'ai dit non, en fait, aujourd'hui, elle va être développée comme ça a été expliqué, comme ça a été présenté, comme on a reçu le besoin. Et demain, par contre, on pourra faire des évolutions là-dessus et on mettra ce que vous voulez modifier. Donc, j'essaye vraiment. Il y a des métiers du coup, qui refusent. Il y a aussi des managers qui refusent et qui demandent absolument à changer. Après, ça peut arriver des changements en dernière minute, c'est des urgences, des trucs comme ça peut être accepté, hein. Ça ne veut pas dire que je suis fermée à 100%, mais j'essaye de ne pas perturber du coup les développeurs, de ne pas perturber leur développement au maximum possible. Donc après, on a du coup, une US, elle doit être valorisable, c'est-à-dire une US sans valeur métier. Donc, on sait très bien qu'une US sans valeur métier, du coup, elle est obsolète. Ensuite, une US, elle doit être estimable, donc elle doit être claire et bien définie pour faciliter le chiffrage. Donc, ce que j'avais tout à l'heure expliqué, c'est il faut que ça soit vraiment très simple. Une US, elle doit pas être, on ne doit pas mettre vraiment des lignes de texte, on ne doit pas mettre des paragraphes. Il faut que ça soit qu'on utilise des phrases très simples pour que les développeurs ils les comprennent et pour que aussi après que ça nous aide aussi après à estimer avec les développeurs. Donc elle doit être small, c'est-à-dire petite. On ne peut pas faire des US très grandes parce que généralement on sait que quand c'est très très grand, on n'arrive pas à finir les US en fin de sprint. Et donc on a tout le temps des reliquats pour les sprints d'après. Et donc, la réalisation d'une US, pardon, j'ai oublié un E, ne doit pas dépasser un sprint, sinon il faudra la découper. Donc, quand on découpe aussi une US, il faudra faire très, très attention. Il faut savoir où s'arrêter, où découper, parce que si elle dépend du coup de la deuxième partie, ça, c'est un problème. Et donc, elle ne pourra pas être testée. Et cette fonctionnalité ne pourra pas sortir tant que la deuxième US, elle n'est pas encore développée. Et si en plus, elle va se faire sur le sprint d'après, donc ça va nous bloquer pendant un moment. Elle doit être testable, facile à tester, donc sans contrainte. Donc facile à tester sans contrainte. Et pour qu'elle soit facile à tester, moi, ce que
ce que je fais, c'est que du coup, je mets mes critères d'acceptation. Pour moi, les critères d'acceptation facilitent beaucoup les tests d'une US. Donc, ensuite, du coup, une US, qu'est-ce qu'elle doit avoir, une US, pour moi? Après, comme je vous ai dit, ce n'est pas non plus quelque chose de fixe, hein. Ça dépend de chaque personne, de chaque entreprise. Et donc, pour moi, elle doit comprendre, du coup, elle doit avoir un titre. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde. C'est pas que pour moi, par contre. Parce que si on n'a pas de titre, du coup, on verra pas l'intitulé de l'US dans le backlog. Donc, il permet de comprendre la demande exprimée par un langage simple et facile à comprendre. C'est-à-dire, on va pas mettre un titre très, 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 très long. Donc, plutôt laisser ça dans la description de l'US et mettre un titre très simple. Comme ça, en balayant le backlog, tout le monde pourra comprendre les sujets à venir, en cours, déjà faits, etc. Donc, une description, du coup, il existe plusieurs formulations, mais plutôt la plus utilisée, du coup, c'est celle qui comporte les trois parties. Je pense que tout le monde connaît ça, mais voilà, on apprend aussi, la plupart des personnes travaillent avec quand on fait de l'agile. Donc, en tant que, du coup, le rôle, je désire, c'est le besoin et l'action afin de, du coup, les bénéfices, la valeur et le métier. Donc, en tant qu'utilisateur, après, ça dépend aussi, du coup, du rôle de l'utilisateur. On peut, par exemple, en tant qu'administrateur, en tant qu'agent, en tant que, je sais pas, peu importe, mais voilà. Après, c'est en général, c'est en tant qu'utilisateur. Je souhaite ou je désire telle fonctionnalité. Par exemple, je souhaite un bouton affiché. Afficher, par exemple, afficher la liste des courses afin de pouvoir visualiser du coup les courses que j'ai effectuées. Donc, ça, c'est la description. La description d'une US c'est le contexte de l'US. Après, on a les règles métiers. Du coup, les règles métiers, ce sont les conditions qui doivent être exprimées avec des phrases courtes et simples aussi. Et c'est vraiment très important aussi, la simplicité sur les phrases. C'est vraiment très simple, c'est très important, pardon. Donc, elles permettent aux développeurs de comprendre le travail à faire. Donc, on peut avoir une ou plusieurs règles métiers selon ce qui va se faire sur notre produit, sur cette partie. Et puis après, donc, on a les tests d'acceptation. Les tests d'acceptation, du coup, ils définissent la manière dont une fonctionnalité particulière peut être utilisée du point de vue de l'utilisateur final. Ce sont des scénarios qui valident l'ensemble de l'US. Donc, moi, je travaille avec le modèle Gherkin qui est pratiquement le modèle commun. Après, tout le monde n'utilise pas ça, tout le monde ne met pas aussi des tests d'acceptation. Pour moi, une US, elle n'est pas complète sans les tests d'acceptation. Du coup, les critères d'acceptation, parce que c'est les critères d'acceptation qui vont au final faciliter aussi la partie test. Donc, le format Gherkin, donc, c'est étant donné que, quand, alors, donc, étant donné que il faut mettre l'état du logiciel avant, quand c'est l'action, et alors, donc, l'état du logiciel après. C'est-à-dire, par exemple, étant donné que j'ai appuyé, étant donné que je suis sur l'interface des courses, quand je clique, étant donné que je suis, par exemple, pardon, sur le panier, par exemple, quand je clique sur le bouton valider, alors la commande est passée ou la commande est validée. Voilà tout sur toute la partie du coup les US, les rédactions d'US. Donc après du coup je finis par la conclusion, l'importance du PO. Donc un product owner efficace est essentiel pour la réussite de tout projet agile. Donc il assure que l'équipe travaille sur les bonnes priorités, maximise la valeur du produit et maintient une communication fluide avec toutes les parties prenantes. C'est vraiment très très important. Faudra avoir le. Moi,
j'ai le contact facile, donc je vais vraiment tout le temps vers les gens sans problème. Mais si vous n'avez pas ça ou si faut pas hésiter à aller vers les autres. Ça va vraiment fluidifier votre travail, ça va vous aider à avancer plus rapidement. Et aussi, ben, du coup, quand je dis, il assure, que l'équipe travaille sur les bonnes priorités, c'est, il y a des gens qui le prennent, aussi, je le redis, parce qu'il y a des gens qui le prennent comme, le rôle du chef, un peu le chef, mais faudra savoir que dans l'agilité, en fait, il y a pas de chef, il y a pas de chacun a un rôle, chacun a une tâche à faire et on travaille tous sur un produit. Donc, faudra assurer que l'équipe travaille sur les bonnes priorités. Il me faudra pas non plus abuser de ça et faudra respecter tout le monde. Ça vraiment, je le souligne et je l'ai retrouvé sur pas mal de projets. Donc il faut bien assurer le travail mais et les priorités, dans le bon sens. Voilà pour moi. Donc je sais pas si vous avez des questions. J'ai fini, j'espère que ça a été clair. Donc je vous laisse, poser vos questions si vous en avez. Est-ce qu'il y en a Oui, qui ont des Sarah, je questions? pense très bah voilà. clair. Merci. Très clair. Merci beaucoup, Sarah. Et j'avais 2 questions. Oui. La première, et peut-être tu l'as déjà dit, et je m'excuse si j'ai pas été trop attentif. Quelle est la différence entre backlog et les macro-différences entre backlog et roadmap? En fait, la roadmap, on va avoir les grandes fonctionnalités. On va pas avoir les fonctionnalités détaillées, affinées. Après, dans le Ok, backlog, on va prendre chaque fonctionnalité de la roadmap, c'est-à-dire en grosse maille, et on va du coup l'affiner et la découper en US, en user story. Donc généralement sur un d'accord. backlog, on trouve des US, on trouve pas de grosses fonctionnalités. D'accord. Et la deuxième, si tu peux, je me permets de te tutoyer, même si on Oui, vas-y, se oui, oui. désolé. Oui. La deuxième question, si tu peux me donner un exemple d'une situation où il y avait des forts enjeux pour un peu en général, et même pas nécessairement pour toi au niveau personnel, mais où il y a vraiment des forts enjeux et où il y a peut-être un peu de stress. On appelle ça des situations critiques. Je ne sais pas s'il y a une situation qui te vient à Il y l'esprit. en a un, hein, il y en a un, bah, Des il y en a un, dizaines. il y en a un, oui. Bah, par exemple, quand il y a par exemple, hein, je vais te parler du projet sur lequel je suis. Je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais Ouais, on a pas mal de mise en prod en ce moment parce que on travaille sur une grosse partie une refonte. Et donc, le problème, c'est qu'on a beaucoup de problèmes de données. Et ok, les enjeux du coup, les parties, eh ben, du coup, qui sont très vraiment critiques, les points critiques, c'est qu'il faut vraiment, vraiment s'assurer que toute la donnée a été bien analysée avant de passer sur la nouvelle partie. Il faudra s'assurer que tout a été bien fait, que tout a été bien nettoyé, que ça, c'est vraiment accompagner les développeurs, tester même s'il faut faire tout son possible pour que ça soit le plus pro possible avant de partir sur la prod, sur la nouvelle version. Donc ça, d'accord. c'est compliqué, mais faut pas hésiter à vraiment appuyer quand il faut appuyer, que ce soit avec les devs, même si ça les embête un peu parfois, mais ça ne se fait pas pour les embêter, ça se fait pour le bien du projet. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour Sarah, c'est J'ai... Waïba. Pardon. Mm. Vas-y, Sam. Non, Euh, juste une petite question, Sarah. Là, on parle toujours de la mise en place, mais moi, j'aimerais bien une petite question après la mise en place. Le rôle du PO après la mise en place, La il mise en assure place de quoi? du produit ou du C'est-à-dire la produit mise en arrêté. prod, tu veux dire la La livraison? mise en place. Après la livraison, quel est le rôle Oui. du PO pour assurer la conformité disons, toujours la disponibilité de l'outil après, disons, la mise en place du Bah, produit. en fait, après la mise en prod du produit, il faudra du coup accompagner
les utilisateurs, le métier, quel que soit, ça dépend de qui utilise l'application, les accompagner pour, s'il faut, les former sur s'il y a des nouvelles fonctionnalités, leur montrer comment ça fonctionne. Et puis après, certainement, il y a généralement des retours sur des petites choses. Après, il y a aussi certains incidents, des choses qui ne marchent pas très bien, ou peut-être que du coup, il faudra leur expliquer comment ça fonctionne. S'ils ne comprennent pas, parfois ils pensent que c'est un bug, que c'est un problème, alors qu'ils ne savent pas trop utiliser l'application. Donc, il faudra vraiment les accompagner les utilisateurs, les écouter et du coup, pas hésiter à noter tout ce qu'ils disent parce que ça peut faire, ça peut aider pour ensuite faire que ce soit des évolutions, aussi pour résoudre les problèmes, etc. Donc, ça, c'est aussi très important pour les utilisateurs et c'est le rôle du PO. D'accord, merci. Je t'en prie. Bonjour Sarah, donc je te remercie Bonjour. déjà pour la présentation qui est très très claire Mhm. d'ailleurs. Donc j'avais une question par rapport aux priorisations. Donc dans un cas particulier, s'il y a des user stories ou des événements ou des change requests qui apparaissent et voilà que l'équipe est assez chargée par exemple et que le chef de projet décide de prendre la main et de vous suggérer une nouvelle priorisation du traitement des livrables. Donc, à votre avis, selon votre expérience, est-ce que cela, c'est une bonne chose? Est-ce que c'est faisable? Et est-ce que vous, en tant que product owner, vous acceptez ce genre de... Voilà. Quand tu dis le chef de projet, c'est-à-dire le chef de projet technique, Oui, chef de projet technique. le chef de projet technique, pour moi, c'est pas son rôle. D'accord. Donc, non, c'est pas que je n'accepte pas, mais je suis preneuse des idées. On peut discuter, on peut du coup travailler sur ces idées ensemble, sur ce qu'il veut mettre en priorité, mais ce n'est toujours pas à lui de décider en fin de compte. C'est le rôle du PO. Et donc, c'est au PO, et même si c'est très urgent et que ça doit vraiment être fait, c'est pas interdit, hein, mais on peut toujours discuter, mais c'est pas à lui de prendre la dernière décision. On en discute, on regarde avec le métier, on revoit les priorités, que ce soit technique ou fonctionnel, et puis après, si c'est faisable, on peut toujours du coup déprioriser des trucs fonctionnels pour mettre des US techniques ou des chantiers techniques. Et ça, il n'y a pas de souci, oui. Mais c'est pas à lui de prendre la décision. D'accord, merci pour la précision, Je Sarah. t'en prie. Merci. Du coup, Sarah, moi, je me demandais, en tant que product owner, on est bien d'accord que le product owner n'est pas censé avoir une connaissance très, très approfondie du produit en lui-même, c'est-à-dire que le product owner doit être en capacité de switcher justement de produit de client en client, ou alors des fois, on t'a peut-être demandé d'avoir, une connaissance beaucoup plus approfondie, voire même un petit peu technique. Pour être honnête, moi, je ne connaissais pas les produits sur lesquels j'ai travaillé avant. Du coup, quand je suis partie chez SNCF, j'ai appris le métier. Quand je suis partie chez Transdev, pareil. Quand je suis partie chez Valeo, pareil, etc. Du coup, tu vois, tous les clients, j'ai appris le métier chez le client. Je ne connaissais pas leurs produits. Et donc, le product owner, il doit s'adapter et apprendre le métier chez chaque client. Mais c'est pas quelque chose qu'on n'arrive pas avec. Et forcément, on ne connaît pas les projets internes. Parfois, c'est des applications qui sont utilisées par des utilisateurs externes comme nous, par exemple. Mais la plupart, il y a pas mal aussi d'applications qui sont utilisées en interne. Et quand c'est utilisé en interne, on ne peut pas connaître le produit. Donc, en arrivant, on apprend à le connaître, on pose nos questions, on essaye d'aller surtout, on explore le produit et on note nos questions pour justement monter en compétence sur cette partie-là. Et puis après, ta deuxième question, c'était, excuse-moi, j'ai... Non, mais ça t'a répondu, du coup. Ok. Donc, Merci. voilà, je t'en prie. C'est la mienne. J'ai un problème de casque apparemment. J'ai juste, Sarah, déjà merci pour la présentation. J'ai une question par rapport au rôle de PO. Est-ce qu'il peut travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est-à-dire plusieurs features? Oui.
Oui, il peut travailler sur plusieurs projets en même temps. Après, ça dépend aussi de la capacité du product owner, mais oui, clairement, il peut travailler sur plusieurs projets à la fois. Ben, il y a pas de problème. S'il arrive à Plusieurs. suivre, s'il arrive à produire des US, à suivre des sujets et différents sujets, oui. C'est-à-dire, il peut travailler sur plusieurs backlogs produits, c'est ça? Chaque Oui, équipe. oui, c'est possible. Ok, merci. Je t'en prie. Pour moi, c'est bon. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce meet-up et j'espère que vous avez peut-être, vous connaissez des choses certainement et j'espère que vous avez appris des choses pour ceux qui ne connaissent pas trop le rôle du PO.